3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Olivier Ringard est à nos côtés, le directeur des investissements de Neuflize OBC. Bonsoir Olivier. Bonsoir. Alain Pitous nous accompagne, Senior Advisor ESG. Bonsoir Alain. Bonsoir. Et Gilles Etcheberry-Garay est également à nos côtés, le président et directeur des investissements d'Elcano Asset Management. Bonsoir Gilles. Bonsoir. Bienvenue messieurs, merci d'être avec nous pour cette émission de rentrée, de reprise et une actualité géopolitique déjà intense. Gilles, je me tourne vers vous. Qu'est-ce qu'on peut dire? Alors c'est un sujet assez récurrent, marché et géopolitique. On parle bien sûr là notamment du cas vénézuélien avec cette démonstration de force, cette opération spéciale américaine au cours du week-end. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette relation entre marché et géopolitique et qu'est-ce qu'il faut retenir ou comprendre de la stratégie américaine concernant le Venezuela spécifiquement aujourd'hui? Traditionnellement, la variable géopolitique, c'est le prix du pétrole. Je veux dire, c'est quasiment la seule variable. On l'a vu dans le Golfe, et on voit quand même qu'au cours des dernières années, elle est de moins en moins sensible, et on le voit encore aujourd'hui, parce qu'il faut pas se leurrer. Je veux dire, la consommation mondiale de pétrole est en train de s'ajuster, et on parlait de pic pétrole il y a 10 ans, qui était le pic de production, et là on arrive à un pic de consommation. C'est le pic de la demande, là. Le pic de la demande de la consommation, et on est probablement beaucoup plus près qu'on le croit de ce pic, et en fait un des acteurs majeurs était la Chine, puisque la transformation des mobilités électriques en Chine a enlevé entre 1 million et 2 millions de barils le jour en Asie. On voit à travers l'électrification massive globale dans un pays comme la Chine, la baisse de la demande de fossiles et de pétrole. Alors, c'est pas une baisse, mais c'est une absence de croissance. D'accord, une absence de croissance. Mais qui vient peser sur les prix du pétrole, et qui, fait prendre... Alors, les Chinois n'ont pas fait par bonté d'âme, c'est uniquement par contrat stratégique, puisqu'ils ne veulent plus être dépendants du pétrole vénézuélien. C'est un des premiers importateurs de pétrole vénézuélien ou iranien, parce que c'est aussi un événement géopolitique qui passe inaperçu. L'Iran est peut-être en train de changer. Ils veulent plus dépendre de ce pétrole, et donc ils électrifient massivement avec un choix charbon, qui est moins bon, et énergie renouvelable pour être indépendant stratégiquement en cas de problème avec Taïwan, qui reste, je dirais aujourd'hui, les deux événements géostratégiques susceptibles d'impacter les marchés développés. Aujourd'hui, c'est l'Ukraine et la Russie, d'un côté, pour l'Europe, et Taïwan pour le monde, parce qu'il ne faut pas oublier que Taïwan, c'est TSMC, et c'est le plus grand fabricant, uniquement à Taïwan, de chips et de microprocesseurs. Donc, au-delà de situations géostratégiques spécifiques, comme vous dites, l'Ukraine et Taïwan, le monde des marchés, c'est quand même désensibilisé de ces questions géopolitiques au cours des dernières années. On s'est désensibilisé au pétrole, on est en train de se désensibiliser au pétrole, donc on se désensibilise à la géopolitique du Venezuela, mais surtout du Moyen-Orient. Je veux dire, on a quand même une guerre au Moyen-Orient, enfin en tout cas des échanges de missiles et autres, sans que le pétrole bouge, et même à baisser. Je veux dire, ça montre bien que... Et je pense que les Saoudiens ont pris conscience du fait qu'on allait vers le pic de demande, et donc il fallait qu'ils vident leurs réserves, parce que avant que la demande disparaisse trop. Donc maintenant, il y a une course à la vente de pétrole. Et donc, ça c'est la géostratégie. Après, pour le Venezuela, c'est aussi une histoire de pétrole. Alors, c'est une vision un peu différente des Américains. La vision américaine de Donald Trump, c'est de dire plus le prix du pétrole sera bas, plus l'essence sera basse, et donc ça veut dire que l'inflation sera perçue comme moins importante. Il y a des élections qui arrivent. Qui arrivent en novembre, et l'inflation va être un élément majeur, parce que la grande déception des électeurs de Donald Trump par rapport à ce qui s'est passé en novembre, c'est sur le plan économique. Je veux dire, sur l'inflation, et sur le manque d'intérêt sur l'économie, et sur l'inflation qu'il montre. La question de l'affordability, c'est le sujet central, sans doute, politique aujourd'hui aux États-Unis. C'est un peu l'arroseur arrosé, puisque les républicains ont montré le prix des œufs du temps de Biden, maintenant on montre le prix du reste, et donc c'est le sujet numéro 1, et pour Donald Trump, qui a une vision un peu simpliste et un peu datée d'économie, pour lui, baisser le prix du pétrole à travers la redirection des flux pétroliers vénézuéliens. C'est rendre du pouvoir d'achat. Et donc, il essaie de mettre la main sur le Venezuela pour l'enlever à la Chine, et aussi aux Russes, parce qu'il faut voir que le Venezuela était un des alliés majeurs de la Russie et a participé au blanchiment, si je puis parler. Ça veut dire, à travers cette opération, il y a quand même l'idée de poursuivre différents objectifs avec des horizons de temps parfois différents, mais en tout cas, il y a plusieurs intérêts pour l'administration américaine à mener cette opération ou à avoir mené cette opération. Il y a deux évidents, qui est évident à contrario. Ils n'ont aucun intérêt pour la démocratie en tant que telle, puisqu'ils continuent de travailler avec les chavistes. Par contre, ils veulent deux choses, c'est la sécurité avec une doctrine Monroe, donc remise à jour Monroe version Donald Trump. Remise à jour en disant tout ce qui est dans l'Amérique appartient aux Américains et les autres ne doivent pas venir. Et dans ce cadre-là, Cuba
devient la cible suivante. Déjà, ça a déjà été annoncé. Alors aussi la Colombie, apparemment, a déplu à Donald Trump, et le Mexique, mais pour des raisons un peu différentes. Donc c'est doctrine géostratégique, et donc vision de le pétrole vénézuélien aux Américains pour avoir un pétrole moins cher, et donc une inflation plus basse. Alain, quelques réflexions, là, encore un peu à chaud, oui, dans le sillage des événements du week-end. Il y a du court terme donc, dans tout ce qui a été évoqué. Je pense que c'est en route. Le prix du pétrole, c'est vraiment un focus énorme pour Trump. Après, si on regarde un peu plus long, alors je ne sais pas dans quelle mesure c'est accepté par les uns et par les autres, ou si on cherche un peu sa place, mais il semble que Trump va mettre la main sur l'Amérique, au sens global du terme. Oui. Donc ça, c'est le premier rôle, l'Amérique du nord au sud. Voilà, avec un combat quand même d'artillerie plus ou moins lourde avec les Chinois sur certains endroits. Ils ont des ports au Pérou, etc. Il y a la Chine qui veut être le point central de l'Asie sur le plan économique. Donc il va y avoir un combat avec l'Inde et le Japon. Peut-être même sur Taïwan, il y aura ce combat du Japon qui ne voudra pas laisser la Chine s'installer là. On a au Moyen-Orient un combat qui, je pense, s'est fait sur une forme d'accord entre la Turquie et l'Arabie Saoudite pour calmer la zone, on va dire. Et puis, donc, c'est au détriment de l'Iran et de tous ses satellites, donc qui sont tombés les uns après les autres, avec le soutien, je pense, de la Turquie. Donc, et après, il y a une zone, on va dire, de relatif désintérêt de Trump, c'est l'Europe, avec... tu veux recréer l'Empire russe avec Petrograd, je sais pas quoi, Kiev ou je sais pas quel pays, de toute façon ils confondent tout. Je pense qu'ils s'en désintéressent à peu près complètement. Donc il va y avoir un peu un combat européen occidentaux contre Poutine pour essayer de se mettre là. Et puis il y aura une zone de non-droit total avec l'Afrique où ça va être terrible sur le plan des matières premières parce que c'est le combat des années qui viennent. Mené par la Russie, la Chine. Par tout le monde qui va... Et les États-Unis qui reviennent aussi en Afrique. Qui commencent à revenir en Afrique de manière assez agressive. Donc on va avoir ce combat géopolitique qui va nous emmener, je pense, pendant 20 ans. C'est pas du Trump, c'est pas d'une stratégie. Je pense que les autres présidents le faisaient de la même façon, avec le sourire, mais ils le faisaient de la même façon, au fond, globalement, avec essentiellement leurs intérêts. Ça s'accélère beaucoup aujourd'hui parce qu'il y a une très forte demande d'énergie. Donc là, ça nous ramène un peu sur le court terme et on voit aujourd'hui toutes les valeurs liées à l'énergie aux États-Unis qui font entre 5 et 15% de hausse. Ouais. Donc, et je parle pas seulement du pétrole, c'est l'énergie au sens large. L'énergie au sens large, et c'est toute la chaîne de valeur. Donc c'est ça ma question. Alors, on va peut-être essayer de lancer d'ailleurs une émission géopolitique sur Bismarck parce que ça devient quand même un sujet central. Et les marchés sont attentifs, mais la question, quand on a ces visions un peu longues, ou qu'on développe ces visions un peu longues, Alain, qu'est-ce que ça veut dire quand on ramène ça au marché ? Je ne parle pas forcément des marchés dans leur immédiateté, mais sur des cycles longs, qu'est-ce que ça veut dire ? Des marchés plus fragmentés, chaque zone aura sa zone d'influence de marché, qu'est-ce que ça... Oui, on va essayer ça. Alors après, je pense que si on ramène ça au marché, donc il y a la première chose, c'est l'énergie, donc ça c'est vraiment le sujet clé. Et la deuxième chose, c'est la manière dont on va se servir des banques centrales pour, comme bras armé de ce truc-là. Et l'arme sur les marchés, c'est les banques centrales. Si on regarde encore une fois, c'est les Américains, Trump est en train de mettre la main sur un système financier, monétaire, bancaire, les stablecoins pour ajouter un peu de modernité dans tout ça, pour avoir une zone dollar toujours forte. Donc ça, c'est vraiment son point clé. Les Chinois sont en train de faire la même chose de leur côté avec une banque centrale qui est aux ordres. On a la banque centrale japonaise qui est aux ordres. Et puis on a l'Europe, encore une fois, qui joue l'indépendance avec des gens qui croient que il faut être indépendant, que c'est super, que c'est l'alpha et l'oméga. Et on s'aperçoit que on se plante aujourd'hui et ça nous plantera demain, ou est-ce que ce qu'on essaye de tenir ou de maintenir aujourd'hui, c'est-à-dire l'idée que ça reste un peu respirable quand même, Alain, est-ce que c'est un choix qui peut payer aussi à moyen terme, moyen-long terme? Et moi je pense qu'aujourd'hui, si on raisonne en se disant quels sont les deux enjeux, c'est l'énergie et la souveraineté de la défense, il faut que ça soit financé. Et ça ne peut pas être autrement qu'avec une incitation forte et un accord politique qui soit à la fois de la Banque centrale, qui remet de l'argent dans la machine, et les politiques. Alors après, ils sont ce qu'ils sont, les politiques, je ne juge pas ça. Simplement, on n'a pas cette dynamique-là. Et je pense que, on regarde les réactions sur l'invasion, enfin, je ne sais pas sur l'invasion, comme s'il y avait une invasion. Venezuela ? Sur l'opération spéciale. L'opération spéciale, voilà, c'est ça. L'opération spéciale vénézuélienne.
on y va totalement en ordre dispersé entre les Espagnols, les Italiens, les Français, les uns et les autres. Oui, mais comment on peut avoir une dynamique économique? Parce que faut raisonner, c'est pas en faisant des exemptions fiscales et des bouchons qui se perdent pas qu'on va y arriver. Vous voyez, je plaisante avec ça, mais c'est terrible, quoi. Il faut être vraiment aligné. On n'est pas aligné aujourd'hui. Ça, c'est un vrai sujet. Il y a quand même des plans sur la table. Enfin, je veux dire, Next Generation EU, Rearm EU, le Chips Act. Il y a quand même des plans, ça on sait faire, avec de l'argent et des enveloppes budgétaires qui vont avec. Et je compte même pas le plan allemand et l'Allemagne qui a connu un virage budgétaire historique peut-être en 2025. Alors je veux bien l'histoire des bouchons sur les bouteilles d'eau, effectivement. Non mais je sais, mais on en est tous là. Mais derrière ça, il y a aussi d'autres histoires. Il y a d'autres histoires, mais pour le moment, elles mettent beaucoup de temps à venir, quoi. Ça commence, mais c'est pas encore ça. Olivier, vos réflexions sur ces sujets un peu géopolitiques, géostratégiques, et puis oui, ça nous amène à la place de l'Europe, au thème de l'autonomie stratégique pour l'Europe, de la souveraineté européenne, et je vois quand même que c'est un thème qui se développe. Une des manières de le mesurer, c'est de voir le nombre de fonds qui sont lancés par des sociétés de gestion ces dernières semaines et ces derniers mois sur ce thème-là. Alors, quelques réflexions. Premier élément, ça confirme qu'on vit dans un monde de prédateurs. Ça, tout le monde était plus ou moins au courant, mais c'est une nouvelle illustration de ce monde de prédateurs. Ça confirme également que c'est la première matérialisation de la nouvelle stratégie américaine, sur sa stratégie de sécurité qui a été publiée l'année dernière. Et puis, c'est une nouvelle illustration d'un monde qui est en train de se fragmenter, comme vous le disiez, avec 4 dimensions: politique, économique, financière, et la dernière qui est en train de m'échapper, technologique. Donc ces quatre fragmentations sont là et sont en train de redessiner notre monde et notre système économique et financier mondial pour les probablement 20 prochaines années. L'Union européenne, là-dedans, elle est un peu coincée entre la Chine et les États-Unis. Elle est écrasée par la Chine d'un point de vue économique et elle est abandonnée par les États-Unis d'un point de vue de la défense. La bonne nouvelle, c'est qu'on a fait le constat, mais comme je lisais dans un papier, on est les champions du constat. On avait par exemple en 2015 le plan des 5 présidents pour achever l'Union européenne. On a en 2024 le plan Draghi, qui fait de nouveau un constat et qui propose près de 400 recommandations pour renforcer cette Union européenne. Nous avons la Commission européenne qui s'empare de ce plan début 2025 et qui indique vouloir le mettre en œuvre avec ce que vous indiquiez en termes de matérialité, une sécurité, une énergie, une union des marchés de capitaux, etc., etc. Mais pour l'instant, quand on regarde ce qui a été réellement fait, peu a été fait. Vous avez des organismes qui s'intéressent à justement mesurer le taux d'exécution des recommandations du rapport Draghi. Et aujourd'hui, ces instituts estiment qu'on est à moins de 15% d'exécution de ces recommandations. Donc il y a encore un chemin extrêmement long à parcourir pour renforcer cette Union européenne. Et le renforcement de cette Union européenne, il repose sur plusieurs piliers. Combler l'écart en matière d'innovation. Rappelons-nous qu'aujourd'hui, 80% de la technologie qu'on utilise en Europe ne vient pas de l'Union européenne, mais vient du reste du monde. Poursuivre la feuille de route de la décarbonation, tout simplement parce qu'on n'a pas de pétrole et on n'a pas de gaz. Et puis enfin, renforcer notre sécurité et réduire les dépendances excessives. Donc le chemin est long. Tout le monde est conscient du défi auquel l'Union européenne est confrontée. À voir maintenant si on réalisera et si on exécutera ce plan. Je reviens à tous ces fonds et toutes ces stratégies qui se lancent sur ce thème, Olivier, avec l'idée de lever de l'argent, justement. Enfin, à ce stade, c'est difficile de dire si c'est juste un effet de mode ou si c'est vraiment un thème profond qui pourra accompagner l'investissement en Europe pendant plusieurs années. Ce ne sont pas
que des levées de fonds qui vont permettre de réaliser et de finaliser cette union. Certains gestionnaires d'actifs semblent y croire suffisamment, encore une fois, pour mettre ces stratégies sur la table, communiquer, etc. Mais typiquement, il faudrait une union des marchés de capitaux, ou ce qu'ils appellent aujourd'hui l'union de l'épargne et des investissements. Il faudrait faire en sorte d'avoir des réglementations européennes unifiées, et éviter qu'on ait des différences de réglementation entre les pays. Il faudrait un marché de capitaux également qui ne soit plus le CAC 40 ou l'Eurostoxx ou le CAC, ou le DAX, mais un vrai marché des capitaux. Il faudrait une désintermédiation beaucoup plus profonde de notre système financier. Rappelons aujourd'hui que le bilan des banques représente à peu près 400% du PIB européen. Aux États-Unis, le bilan des banques représente 100% du PIB américain. Donc on a beaucoup de travail. Et c'est juste une question de temps, et ça peut prendre du temps, et sans doute trop de temps, parce que l'Europe exécute lentement, agit lentement, ou c'est encore ainsi? Est-ce qu'on se demande encore s'il y a la volonté politique d'aller au bout de l'histoire, de ce point de vue-là? Je pense, alors c'est un point de vue très personnel, je pense qu'il manque encore une vision commune au sein des instances européennes et des pays européens pour aller dans cette direction. J'ai l'impression, moi le côté positif quand même, c'est que en 5 ans, depuis le Covid on va dire, et depuis l'épisode Brexit, la question c'est plus je vais me débrouiller tout seul, c'est-à-dire qu'il y en a encore quelques-uns qui traînent comme ça, mais c'est comment on fait pour s'intégrer dans une Europe qui se développerait, qui ferait des avancées, parce qu'on voit même Mélanie qui était quand même pas très chaude sur l'Europe, qui est devenue une fervente partisane de l'Europe et qui permet d'avancer sur ce thème-là. Après, je pense que... Elle est en train de valider le Mercosur. Oui. Mais non, mais... Oui, parce qu'elle joue sur son terrain. Moi, je trouve ça assez normal, mais bon. Et l'autre point, je pense que... Et c'est là qu'on voit qu'il manque cette dynamique de la Banque centrale. C'est-à-dire que le jour où la Banque centrale injecte massivement, met les taux à zéro, il y a plein de sujets qui peuvent avancer assez facilement. Alors, ça aura des effets de bord, mais qu'est-ce qui vaut mieux? Mais l'action de la Banque centrale ne peut être que la conséquence d'une volonté politique qui a été clarifiée, unifiée. Mais si déjà moi, je me mets à la place d'une banquière centrale ou d'un banquier central comme Christine Lagarde. On n'a pas envie de mettre la charrue avant les bœufs, quand même. D'accord, mais ça éviterait de mettre en place des trucs récessifs à droite à gauche. La France va s'arrêter avec toutes les conneries qu'on entend. Olivier. Non, mais je suis également assez convaincu qu'on a besoin en Europe de taux d'intérêt réel court terme négatifs. Ce que l'on au moins pour le moment aujourd'hui, compte tenu... Et ça forgera une volonté politique? Non, compte tenu des besoins de financement, que nous avons sur tous les enjeux dont on vient de parler. Donc, premier enjeu 2026, que la Banque centrale européenne sorte du statu quo confortable dans lequel elle s'est enfermée. Probablement. Non, mais c'est un sujet sur cette volonté politique, elle va avoir du mal à émerger avec une France qui n'est pas en bon état politiquement. D'accord. Donc, premier enjeu, remettre de l'ordre dans les finances publiques françaises pour permettre à la Banque centrale européenne de reprendre pour permettre une à la action... France de restaurer sa crédibilité vis-à-vis de ses partenaires et en particulier vis-à-vis de son partenaire allemand, et que les deux pays décident d'une feuille de route bien établie, appuyée sur une stratégie monétaire agressive. Gilles. Oui. Non, je veux dire, discute de l'Europe. Disons que, il y a des choses qui sont faites, parce que on a un truc aussi prosaïque que la production d'obus de 155 mm, qui sont le cœur de ce qui se passe en Ukraine. On est passé de 80 000 à 500 ou 600 000 produits par annuel. Je veux dire, l'Ukraine, maintenant, s'appuie uniquement sur la production d'obus européenne quasiment, ce qui était inexistante il y a 3 ans. Il n'y a pas partout C'est quoi ça? C'est l'embryon, enfin, c'est ce qu'on... L'Europe de la défense, qu'on n'a jamais voulu nommer comme étant l'Europe de la défense qui est en train de se construire. Parce que si je ramène ça au marché, effectivement, avec les banques, c'est l'autre secteur qui a le plus progressé en 2025 en Europe, le secteur de la défense. Le secteur de la défense, tout à fait, à juste titre. Il y avait des investissements massifs. Dans certains endroits, ça a mieux marché. Les munitions, parce que c'était un endroit qui était déjà... il n'y a plus que 2 ou 3 producteurs en Europe, donc ça a été fait assez facilement. Là où il y a plusieurs producteurs en Europe, on a déjà plus de problèmes. On voit sur les tanks, on voit sur le SCAF, on voit sur des choses comme ça, où les enjeux de politique industrielle, où chacun quand même a envie de maintenir ce qui est chez soi et d'arriver sur... Donc là, il n'y a pas de vision commune.
mais c'est aussi quelque part des jalousies ou des périmètres nationaux, qui est sur des choses comme l'artillerie, les explosifs, par exemple. Il y a eu un effort énorme de fait. Après, sur la défense, hormis l'aérien, je veux dire, aujourd'hui, les principaux producteurs de tanks en Occident sont en Corée du Sud et en Europe. Véhicules blindés, c'est pareil. C'est même British pas Aerospace, mais qui fabrique les véhicules blindés américains. Les principaux constructeurs navals restent. L'Europe a encore des constructeurs navals, ce qui n'a pas exactement les États-Unis. Il reste sur l'aérien et le renseignement, où on est dépendant sur les États-Unis, et ce qui forge aussi la position européenne par rapport à l'enjeu de l'Ukraine, qui est l'enjeu numéro 1 pour la sécurité européenne aujourd'hui. Je veux dire, le fait que l'Ukraine tienne, avec tous les enjeux au niveau des drones et de la nouvelle configuration de la guerre moderne, et l'enjeu sécuritaire numéro 1 pour l'Europe. Et ça, vous dites, ça doit attirer des investissements. Ça doit, normalement, encore une fois, je reviens aux performances de marché, je reviens à la logique de marché, c'est quelque chose qui doit pouvoir encore fonctionner pour un investisseur. Ça dépend de ce qui se passe. L'enjeu numéro 1 pour l'Europe, c'est ce qui va se passer je pense en 2026, entre l'Ukraine et la Russie. Bon, et donc, ça se calme, voir si ça s'arrête. Qu'est-ce que ça implique pour les marchés ? Le marché est allé trop loin en mettant un prix trop élevé sur certaines valeurs de la défense. Ça dépend comment ça s'arrête. D'accord. Si on s'arrête sur une version coréenne, je veux dire, l'industrie de la défense coréenne ne s'est pas arrêtée avec l'armistice de 53. Au contraire. Oui. Voilà. Et donc, je pense qu'il y aura un peu moins de fièvre dans l'immédiat. Je veux dire, donc, effectivement, une urgence. Mais derrière, le but, c'est d'avoir une Ukraine qui se défende avec une armée. On parle de 600 à 800 000 hommes, ce qui est déjà énorme et qu'il va falloir financer. C'est la deuxième armée de l'OTAN, si on est à 800 000 hommes, même devant les Turcs. Donc, ça devient une armée énorme. Donc, je veux dire que l'appétit pour la défense durera tant que la Russie existera dans sa version agressive actuelle. Si la Russie, il y a un cessez-le-feu, et deux, évolue politiquement et dans son impérialisme, je dirais, historique, irrédentiste, ça changera la donne stratégique pour l'Europe. Une fois que la Russie disparaît militairement, si elle disparaît militairement, il n'y a plus de menace directe sur l'Europe, à part le Groenland éventuellement avec l'Amérique, ce qui change complètement la donne dans l'autre sens. Mais voilà, donc pour moi, oui, il y a eu un réveil brutal et inattendu, à la fois sur la guerre et après la rupture stratégique américaine. Les choses sont en route. Les choses ne sont pas aussi noires en termes de savoir-faire et de capacité de production. Alors, parce il faut savoir, effectivement, si un pays accepte de sacrifier ses blindés contre ses avions ou inversement. Et c'est là où on rentre dans le dur des négociations européennes. C'est là où il n'y a pas de perspective jointe. Mais c'est pas... Un point qu'on peut noter, Alain, là je me tourne vers vous, c'est quand même qu'au fur et à mesure de ce réveil brutal, la souveraineté s'est alignée avec les enjeux de soutenabilité, d'une certaine manière. Un secteur comme la défense, qui a toujours été historiquement exclu un certain nombre de stratégies, alors j'ose plus dire ESG, oui. Mais si, c'est dans votre titre, l'acronyme, l'acronyme survie, grâce à vous, Alain. Non mais si, donc on parle de soutenabilité, d'autonomie stratégique, et c'est ce qu'on disait en début d'émission. Je veux dire, c'est pas pour les beaux yeux de la planète qu'on le fait, mais c'est parce qu'il y a une question d'indépendance. Et de ce point de vue-là, l'Europe est capable quand même de bouger. Oui. Oui, enfin, non, ça vraiment, pas plus que ça. Non, mais la défense, pour moi, c'est un sujet, c'est totalement régalien. Enfin, bon, on va pas parler de ça ici aujourd'hui, mais ça devrait pas être coté. C'est pas ça, mais c'est un sujet qui dépasse largement nos petits problèmes de boursiers, de notre PEA et tout ça. Enfin, c'est complètement. Là, pour le coup, on s'est rendu compte qu'on n'était plus en train de parler des mêmes choses, quoi. C'est-à-dire que nous, on était avec nos histoires à plat, et puis en fait, on a des volumes à je sais pas combien de dimensions, avec la tech, la cybersécurité, des problèmes d'investissement massifs. Hein, l'ESG là-dedans, c'est vraiment un sous-sujet. Par contre, là où l'ESG est, pour moi, l'enjeu de l'ESG, c'est tout ce qui est autour de l'énergie. Et là, on retrouve la problématique de souveraineté. Et d'ailleurs, encore une fois, avec des manques en grid. Parce que c'est sans doute un meilleur exemple, mais cette idée d'alignement, quand même. Ça, là, pour le coup, et puis c'est...
si on n'avait pas ce problème de dépendance, si on n'avait pas eu ce problème de dépendance avec la Russie, on n'en serait pas là. Hein. C'est-à-dire que les histoires de Nord Stream et compagnie, ça nous a quand même bien planté. Et je pense que, et ça c'est des sujets, et là aussi on est encore parti pour des trucs à 10 ou 15 ans, hein, on le voit parce qu'on produit de l'énergie non renouvelable, mais on ne sait pas la mettre dans les secteurs, dans le réseau de manière intelligente. Oui, j'ai vu les chiffres que vous avez publiés là. C'est dingue, quoi. On se dit, mais c'est vraiment les gens qui réfléchissent, mais moi j'en reviens pas, quoi, parce que c'est des trucs qu'on entend depuis 10 ans. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a ce problème. L'investissement dans les réseaux n'a pas été fait pour absorber toute l'énergie renouvelable qu'on est capable d'injecter aujourd'hui. Oui, parce qu'en plus, on a fait ça avec des subventions. C'est-à-dire qu'on a subventionné un truc. L'électrification, c'est dérouler du câble et du câble et du câble. Bien sûr, c'est totalement de l'infrastructure. Il y a des enjeux stratégiques, parce que si on voit le plan de connexion qu'a fait l'Union européenne, qu'est-ce que c'est aujourd'hui ? Il y a un excédent de production de renouvelables en Espagne et un déficit en Allemagne à cause des Russes. Voilà. Aujourd'hui, l'Union européenne dit, OK, il faut aller redonner l'Espagne. Mais au milieu, il y a la France et ses centrales nucléaires, qui a battu ses records d'exportation en 2026, qui n'a aucune envie que les renouvelables espagnols alimentent l'Allemagne. L'industrie. On est trop content de leur vendre notre énergie. Mais voilà. Et donc, c'est ça la problématique. C'est terrible, quoi. Donc, il y a des pays qui ont mené des stratégies. On a réglé son sort à l'Europe. Là. Non, mais c'est pas logique. Il y a des pays qui ont mené des stratégies qui ont été complètement déconnectés. Les Espagnols dans le renouvelable, les Allemands dans la sortie du nucléaire, les Français dans le maintien nucléaire. Et derrière, on a des choix qui sont avérés positifs, négatifs, tout ça, qu'on essaie de réparer derrière. Et avec des gens qui ont des positions gagnantes et d'autres des positions perdantes, qui ne sont pas forcément les mêmes selon les sujets, et qui essaient de gérer les positions. Oui, mais là aussi, c'est tant qu'à faire des subventions, autant que ce soit la Banque centrale qui permette de faire ces investissements à zéro. Vous faites ça, et vous faites une Europe où on aligne au plus bas les taux d'impôt des sociétés, quitte à faire des subventions là aussi de l'Europe, hein, c'est bien ce qu'on a fait, parce que tout le monde est là en train de dire, ouais, l'Espagne, le miracle espagnol, le miracle italien, vous enlevez les subventions européennes, le miracle, il n'y est plus, quoi. Donc, on sait bien que pour relancer, et c'est-à-dire que souvent, vous savez, il y a souvent ce truc, la France, comme ça va mal, un jour il y aura le FMI. Moi, je crois pas. Simplement, il y aura l'Europe. Et il faut trouver... les partenaires, c'est eux qui vont venir déjà. Bon, vous vous mettez avec un vrai gouvernement, un vrai président, et puis on va vous offrir un vrai financement. Et comme ils ont fait en Italie, en fait. Donc, il faut qu'il y ait ça. Mais ça, c'est un truc... il faut un truc politique fort de la Banque centrale. Ça viendra de là. Bon, malgré cet exercice de reality check, grâce à vous, 2026, messieurs, la réalité des marchés, c'est qu'on a vécu encore une année 2025... superbe, avec des performances positives sur la quasi-totalité des classes d'actifs. Alors, modulo le dollar, bien sûr. Je crois que le Bitcoin n'a pas dû terminer en hausse 2025. Le pétrole... La particularité, c'est que l'or physique est la première classe d'actifs et l'or virtuel est la dernière classe d'actifs en 2000. Oui, d'accord. Bon, enfin, en tout cas... des performances, toutes classes d'actifs confondues, et parfois encore des performances à 2 chiffres. Qu'est-ce que ça implique pour l'investissement et la conduite des investissements en 2026, Olivier ? Alors c'est vrai que 2025 est une très belle année, mais c'était une année quand même très compliquée à plusieurs titres. On a déjà eu une correction de très grande ampleur au mois de février, mars, avril, avec un choc qui posait la question de savoir si on ne rentrait pas dans un grand marché baissier. Deuxième élément, quand on regarde à l'intérieur des marchés, en particulier du marché américain et du marché européen, on constate qu'il n'y a que quelques secteurs qui surperforment le marché dans son ensemble. Donc aux États-Unis, on a les services aux communications, la tech. En Europe, on a les financières et l'industrie, au sein duquel le secteur de la défense est un fort contributeur. Et puis troisième élément, lorsque vous regardez au niveau des valeurs, vous constatez qu'aux États-Unis, vous avez à peu près 70% des valeurs de l'indice américain qui sous-performent l'indice, et en Europe, on est autour de 60%. Donc une très belle année, mais une année, somme toute, très compliquée. 2026, pour nous, les sujets sont les suivants. D'abord, le régime macro aux États-Unis et la politique monétaire de la Banque centrale américaine. Parce que le régime macro aux États-Unis, aujourd'hui, nous semble assez bien assis sur quelques facteurs forts et connus pour les prochains mois. On a la Big Beautiful Bill, qui va soutenir l'économie américaine. On a les investissements en intelligence artificielle annoncés qui vont continuer de se déployer au moins sur l'année 2026. On a
un prix du baril de pétrole qui est en train de baisser, c'est quand même un facteur de soutien aux consommateurs américains, et on a une banque centrale américaine qui est en train de baisser un peu les taux. Donc on a un melting pot assez favorable pour notre économie américaine. Se pose la question de savoir jusqu'où la Banque centrale américaine va aller et si celle-ci va perdre ou pas son indépendance. Trump va-t-il mettre la main sur cette Banque centrale américaine? Le jeu est très ouvert de ce point de vue-là. Le jeu me semble assez ouvert. Et il ne faut pas nécessairement douter de la volonté de l'administration Trump d'avoir une économie américaine très booming d'ici à la fin de l'année 2026. S'il faut remettre du carburant, on en remettra. On en remettra du carburant. Très, très, très probablement. Et nous pensons que l'administration Trump veut absolument une économie très booming, quitte à créer des déséquilibres macro-financiers à un horizon 5 ans. Qui seront autant de danger demain pour les marchés. Qui seront autant de danger après-demain pour les marchés. qui poseront des questions. Ouais. Sur l'Europe, on voit deux éléments qui peuvent avoir un impact puissant sur les marchés. C'est d'abord ces avancées ou non dans cette Union européenne plus compétitive, et ensuite le conflit russo-ukrainien, puisque si on constatait un cessez-le-feu, ça serait probablement un puissant levier à une surperformance des marchés européens et un regain d'intérêt des grands investisseurs internationaux pour les marchés européens. Et puis enfin, dans le reste du monde, ce qui va retenir notre attention, c'est ce qui se passe au Japon, pas nécessairement en Chine, puisque la Chine nous semble être toujours dans cette dynamique de ralentissement structurel de sa croissance, mais ralentissement maîtrisé. Mais ce qui se passe au Japon, en particulier du côté de la politique monétaire et des taux longs japonais. Avec là aussi une volonté de relance budgétaire en parallèle menée par la nouvelle première ministre japonaise. Dans une vision globale macro que vous portez chez Elkann-OM, avec une stratégie globale macro, quels sont les grands marchés macro? Enfin, qu'est-ce que vous attendez des grands marchés macro là en 2026? Alors, sur l'Europe, on est tout à fait d'accord. Sur nous, je pense qu'il peut y avoir la Russie est en train de s'épuiser économiquement, l'Ukraine est déjà épuisée, il peut y avoir un accord russo-ukrainien, et selon la qualité de cet accord, les marchés européens peuvent en bénéficier. Il y a un vrai potentiel de soulagement pour les prix des actifs européens. Non, puis de dynamique. Je veux dire, il va falloir construire l'Ukraine, armer, créer l'Ukraine. Enfin, je veux dire, ça crée un... Le marché n'a pas totalement anticipé encore toute cette situation. Non, elle est. On en parle quand même, de reconstruire l'Ukraine, etc. Mais aujourd'hui, on peut pas. Non, mais d'accord, mais dans les certaines valeurs ont déjà profité de ça. Oui, mais ça peut s'accélérer avec la perspective de la décision. Donc ce potentiel, il n'est pas épuisé. Voilà, au détriment éventuel un peu des facteurs de défense dans un premier temps, mais voilà. Ça, c'est... Les États-Unis, je veux dire, aujourd'hui, clairement, le consensus mondial, c'est sur l'accélération inflationniste. Avec l'équipe Trump, effectivement, prête à faire tout ce qu'il faut pour... Après, là, il y a deux problèmes, je dirais, face à ça. Et donc, avec la hausse des matières premières, des métaux précieux, et on a une rotation aujourd'hui vers l'industrie, on le voit depuis quelques jours, au détriment de l'AI. Pour moi, là, enfin, c'est un vieil rengaine, mais l'AI va être l'enjeu, parce que c'est une année 2026 où l'AI doit montrer sa rentabilité. On parle de 500 milliards de dollars d'investissement. Je veux dire, la rentabilité des CAPEX, c'est un sujet à 2026. De toute façon, elle est déjà. On l'a vu sur les résultats de Meta, on l'a vu, je veux dire, et on voit d'ailleurs un décrochage depuis novembre entre les hyperscalers, Microsoft, Meta, qui font plus rien. Alors on va parler de Tesla, mais ça sera un autre très amusant, parce que Tesla, avec 2 années de chiffre d'affaires en baisse sur l'automobile, reste à 300 de PE, donc on va voir si Musk va faire des miracles encore une fois au prochain résultat. Mais là, il va falloir qu'il gère son core business en rétraction et un PE de 300, mais ça sera une autre affaire. Aujourd'hui, les hyperscalers font plus rien. Font plus rien. Il n'y a plus qu'aujourd'hui, ce qui maintient le Nasdaq au niveau, c'est les semi-conducteurs. Semi-conducteurs, premier secteur du marché américain, 11%, qui est un secteur parmi les plus cycliques, normalement, de l'histoire. Et que donc, qu'ils essaient de transformer en croissance structurelle. Si jamais ça s'arrête, le réveil risque d'être difficile. Et aujourd'hui, on voit sur le marché américain une consolidation à plat, avec une stabilisation de Nasdaq au profit de nouveaux secteurs, industrie. Oui, mais il n'y a pas la taille. Je veux dire, quand il va falloir sortir 1,6 milliard de Tesla, c'est pas Chevron, Conoco. Les gens vont pas vouloir acheter Chevron, Conoco ou Boeing, parce que peut-être Boeing avec le dollar va en bénéficier. Je veux dire, donc il y a un risque majeur que la rotation commence dans l'ordre
et finissent dans le désordre, ou comme par Astérix, ils commencent avec la tortue et finissent avec la tactique du lièvre. C'est ça le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a quand même 38% du marché qui est lié à la tech. Si jamais l'AI, ça s'évapore, on n'a pas un marché assez large en dehors des hyperscalers ou des Mag 7 pour absorber tout ce qu'on pourrait retirer éventuellement de ce segment-là. Oui. Et d'ailleurs, voilà, c'est ça le risque. Pour moi, le risque est que là, et que quelque part, l'effet de richesse, aujourd'hui, 10% de la population américaine, les 10% les plus riches font 50% de consommation. Oui. Et donc, c'est uniquement parce qu'ils ont eu un effet de richesse, essentiellement action, pas sur l'immobilier, parce que l'immobilier est quand même... Et si jamais on se retourne sur cet effet de richesse, l'impact sur la consommation américaine risque quand même d'être assez important. Et il ne faut pas oublier que l'Amérique, c'est le consommateur de dernier ressort de la planète, chinoise, européenne, tout ça. Voilà. Donc c'est avant tout un risque... Là j'entends, mais l'enchaînement, c'est risque de marché qui pourrait devenir un risque macro pour les États-Unis. Tout à fait. Et donc impliquer une action peut-être plus forte de la Banque centrale américaine. Oui, mais elle ne sera pas capable de... Enfin, à mon sens, même si elle est très agressive, elle ne sera pas capable de redresser. Donc il y a un rendez-vous quand même douloureux devant nous sur le marché américain, selon vous? Dans un premier temps, on est dans l'accélération inflationniste. C'est le consensus. Donc l'effet nominal va... Voilà, l'or et après, le risque, c'est que l'AI soit pas rendez-vous en 2026. Alain? Oui, j'entends tout ça, je suis d'accord avec ces différents points. Après, moi, il y a ce qu'on pense et ce qui peut arriver avec tous les tail risks qu'on imagine. Ça fait depuis 2009, on fait des émissions comme ça. Donc, on va bientôt fêter nos 20 ans. 20 ans à imaginer les risques qu'il peut y avoir. Oui, c'est ça. Payer pour imaginer des risques. Oui, mais... c'est le job. Et de temps en temps, quand ça arrive, faut être... On est bien content d'y avoir pensé. Complètement. Il faut avoir les issues de secours. Alors, on fait quoi, les risques? Alors, avant de faire les risques, moi, je pense qu'il faut regarder comment sont les investisseurs aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, l'image que j'ai, tout à l'heure, quand on parlait de la géostratégie, les plaques tectoniques, machin, et puis de temps en temps, il y a une coulée de lave quelque part, et puis c'est assez inarrêtable. Et c'est un peu ça, les marchés. C'est-à-dire qu'en fait... si on regarde statistiquement, vous savez, moi je travaille avec AI4Alpha assez régulièrement, l'ami Jean-Jacques qui vient vous voir. Lauréat des trophées de l'innovation LBPAM, novembre 2025. Exactement. Et donc, très belle entreprise d'ailleurs. Et donc, en fait, c'est Riscon, c'est-à-dire qu'en fait, depuis un moment... C'est Riscon du retail aux institutionnels. On l'a vu, là, le dernier sondage BOFA montre quand même que le niveau de cash est au plus bas historique dans les portefeuilles institutionnels en fin d'année. Parce qu'en fait, si vous regardez, la mécanique de dégradation, elle n'est pas en place. C'est-à-dire qu'en fait, vous regardez les commodities, c'est légèrement riscon, malgré, grâce aux métaux précieux. Voilà, mais quand même... Le cuivre est au plus haut aujourd'hui. Oui, c'est ça. Mais c'est pas les métaux industriels. C'est riscon. Les métaux industriels. Voilà, c'est ça, c'est riscon. Les matières premières agricoles sont aux fraises, l'énergie pas terrible. Donc voilà, c'est le seul endroit où c'est pas vraiment génial. Mais tous les autres, on est loin. Par rapport aux statistiques, on est assez loin de l'exubérance. On est, dans nos statistiques, on est à -1. Pour être vraiment exubérant, il faut être à -50 dans les statistiques qu'on suit chez Riskelia. Et n'importe quoi. Ah oui, c'était il y a 20 ans. Ah oui, c'est n'importe quoi. Parce qu'on a parlé de Jean-Jacques, etc. Et donc, tous les voilà, c'est organisé vraiment Riscon. Il faudrait que ça se dégrade d'abord sur le crédit, puis après que ça entame... Vous dites qu'il y a une séquence. Et la séquence n'est pas en place. Pour retourner des positions, il y a une séquence. Et elle n'est pas en place aujourd'hui. De temps en temps, il y a du bruit sur les actions. Alors, de temps en temps, on passe risk-on, risk-off sur les actions, mais le reste imperturbable. Parce que les institutionnels ont bien vu ce que ça coûtait de vendre. C'est-à-dire qu'après, on cavale, on est content, on a vendu des taux longs US à 4,30 et puis on est là comme un couillon pour essayer de se rattraper pendant des semaines et des semaines. Et de temps en temps, il y a un petit blip, on arrive à refaire. Puis pendant ce temps-là, on a loupé tout le portage. Enfin, vous voyez, c'est ce genre de choses. Moi, le high yield, ça fait une éternité que c'est un peu cher. Un peu cher, mais malgré tout, ça continue d'être positif parce qu'il y a des flux qui arrivent. Donc, il y a cette situation-là. Et aujourd'hui, on ne voit pas arriver de problème. Et le dernier problème qu'il y a eu, c'est en avril l'année dernière, ou mars ou avril, je ne sais plus quand, quand Trump a fait sa déclaration. Voilà, c'est avril, pardon. Oui. Et ça, c'est totalement... ça sort de nulle part. Et puis, ça a duré un mois, et puis c'était balayé par la coulée de lave qui emporte tout sur son passage. Donc, aller s'amuser à faire le malin, c'est très risqué. Par contre, et là, moi, je pense que 2026, ça va être ça. C'est qu'il va y avoir un truc un peu genre Liberation Day, un truc comme ça.
Et attention à ce que ça enclenche pas ce que vous décrivez tout à l'heure, Gilles. C'était ce que disait Olivier. Liberation Day, on s'est quand même demandé si c'était pas le début d'un grand marché baissier. Il évoquait aussi l'idée de dire le marché qui influence la macro. Et on pourrait avoir ça. Et donc, ça veut dire quoi en termes de gestion? Moi, je pense que rester investi sur son objectif, je pense que c'est la moindre des choses. Par contre, ne pas s'amuser à aller coller dans des trucs illiquides, parce que si jamais ça se referme pour une raison ou pour une autre et que ça dure plus qu'un mois ou deux, là, on va péter nos risk-off, qui avaient quand même bien cramé. À l'époque, avril, on était quand même monté à 3, ce qui est rarement arrivé dans nos indicateurs chez... Oui, c'est allé très vite. C'est très vite et très loin. Très beau, ça. C'est le caractéristique du monde actuel. C'est-à-dire que le risque décroche. C'est-à-dire qu'on n'a pas, le risque n'est pas le continu. Oui, je comprends, c'est non linéaire. C'est non linéaire. C'est non linéaire. Tout est non linéaire. On restera sur cette idée de non-linéarité comme perspective pour les marchés en 2026. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir dans Smart Bourse sur Bismart.